savoir que nous, à l'hôpital Necker Enfants Malades, on a été le désert des Tartares pendant assez longtemps, parce qu'on nous a dit qu'il faut arrêter de travailler. On a attendu de voir ce qui se passait, il ne se passait rien. Donc on a dit, on va se remettre au travail au bout de 15 jours, et on a repris l'activité de cardiologie et de chirurgie cardiaque. Et puis, de façon un petit peu inhabituelle pour nous en termes d'incidence, on a vu apparaître à la fin du mois d'avril, donc à peu près 5-6 semaines après le début de la pandémie chez l'adulte et de la vague chez l'adulte, des enfants qui avaient ce qu'on a appelé, parce qu'on ne connaissait que ça, une situation de défaillance cardiaque en contexte très fébrile et très inflammatoire. Et comme on ne connaît qu'une seule maladie, qui est la maladie de Kawasaki, on a dit c'est le choc de la maladie de Kawasaki. Le problème, c'est que très rapidement, et là vous voyez en haut c'est la série de Necker, en bas c'est la série de Bergame en Italie, et en rouge c'est l'incidence de ces maladies de Kawasaki par rapport à l'incidence habituelle, mensuelle que vous voyez. Donc c'était un pic tout à fait considérable. Et non seulement un pic tout à fait considérable, mais surtout un pic tout à fait considérable d'une forme très inhabituelle qui est la défaillance cardiaque de la maladie de Kawasaki, qui normalement est une vascularite fébrile de l'enfant, mais avec très peu d'atteinte myocardique, ou en tout cas une atteinte myocardique qui est rarement parlante cliniquement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en choc cardiogénique. L'autre surprise, et au début on a eu un tout petit peu de mal à expliquer ça, et aussi à faire le lien dans tous les pays européens qui ont été touchés entre la Covid-19 et cette nouvelle maladie, pour la bonne raison qu'elle était décalée par rapport aux autres. Aujourd'hui, je pense que ça a déjà été dit plusieurs fois, on comprend que c'est une maladie post-infectieuse, une maladie inflammatoire post-infectieuse, et la physiopathologie a déjà été abordée. Mais vous voyez ici la vague d'hospitalisation adulte de Covid, et puis les histogrammes en bleu de différentes couleurs, c'est l'incidence de cette maladie Kawasaki-like. Donc brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas la maladie de Kawasaki, juste en 2 diapositives, c'est une maladie qui est rare. Elle est rare. En Europe, c'est environ 5 pour 100 000 enfants par an. Et c'est une maladie du petit enfant. On dit en dessous de 5 ans, mais c'est essentiellement des enfants de 2 ans. D'accord ? Donc c'est des petits enfants. C'est une maladie qui, quand on ne la soigne pas, est totalement résolutive spontanément, avec de la fièvre qui dure une dizaine de jours, qui résiste aux antibiotiques, mais qui s'en va. Et c'est, dans les pays développés, la maladie cardiaque la plus fréquente de l'enfant, puisque dans les pays sous-développés, c'est le rhumatisme articulaire aigu encore aujourd'hui. Il n'y a pas de test qui soit spécifique de la maladie de Kawasaki, et donc le diagnostic est fait cliniquement sur des signes qui sont la fièvre et des symptômes éruptifs variés avec des ganglions. C'est essentiellement une vascularite, et on se concentre chez les enfants qui ont une maladie de Kawasaki sur leur atteinte vasculaire et la dilatation coronaire. Et donc on va voir qu'il y a une certaine similarité entre ces 2 maladies, mais qu'elles sont quand même sensiblement différentes, même si elles partagent une physiopathologie très proche. Donc les hypothèses dans la maladie de Kawasaki, on va voir qu'elles se reproduisent dans l'atteinte cardiaque des enfants qui ont une infection à SARS-CoV-2. Et donc c'est une maladie possiblement d'origine infectieuse, je parle de la maladie de Kawasaki, parce qu'elle a un caractère épidémique. On peut voir des clusters, par exemple des écoles, avec 2 ou 3 cas. Et puis il y a une saisonnalité aussi qui fait qu'on pense que c'est infectieux. Et de très nombreux virus dans la littérature ont été associés à la maladie de Kawasaki, en particulier des virus du groupe Bocavirus. Il y a une réponse immune très très inflammatoire, et donc c'est une maladie qui procède aussi d'un mécanisme inflammatoire, voire auto-inflammatoire, chez des enfants prédisposés génétiquement, et ça sera aussi une petite remarque que je ferai tout à l'heure. Donc on sait ça, la prédisposition génétique, il y a quelques gènes connus, et il y a aussi des prédispositions ethniques, comme par exemple chez les enfants japonais, c'est 10 fois plus fréquent. C'est d'ailleurs là que ça a été décrit. Très rapidement, l'infection à la Covid-19 chez l'enfant, c'est rare, ça a été très rare. Nous, on n'a vu personne. Alors bien sûr, à chaque fois qu'il y avait un enfant qui était très malade en réanimation à Necker, ce qui s'est compté sur les doigts des 2 mains au maximum, c'était dans la presse, mais il y en a eu très très peu. Il y a malheureusement une jeune fille de 16 ans qui est morte.
Bon, c'est arrivé, mais c'est tout à fait exceptionnel. Et donc, en termes de nombre d'hospitalisations, cette diapositive est un peu ardue, mais vous voyez juste en rouge, là, c'est la fréquence des hospitalisations, des formes graves chez les enfants infectés par le Covid-19. Et donc, c'est très, très, très peu d'enfants. On en a vu vraiment très peu hospitalisés. Ce n'est pas pour ça qu'il y en a peu qui portent le virus. Et donc, ce qu'on a observé au début du mois de mai, fin avril, début mai, pour les tout premiers, ce sont des enfants très fébriles, mais qui venaient pour une situation de détresse circulatoire. Mais ce qui était déjà surprenant, c'est qu'ils avaient essentiellement de 6 à 16 ans. Ce n'étaient pas des moins de 5 ans. Et ils avaient de la fièvre, de l'asthénie, et pour pas mal d'entre eux, des symptômes gastro-intestinaux. Alors moi, je ne sais pas exactement ce que c'était commencé chez les adultes, mais ils avaient mal au ventre. Il y en a même plusieurs qui avaient été opérés de l'appendicite. 2 chez nous, puis après 4 au total. Mais au tout début, c'était 2 qui venaient pour de l'appendicite, puis ils étaient en choc post-opération de l'appendicite. Et donc, il y avait peu de détresse respiratoire. Et pour répondre tout de suite à la question du scanner, on en a fait, bien sûr. On n'avait même pas un tiers des enfants qui avaient des signes évocateurs sur le scanner de Covid, mais très peu avaient des signes respiratoires. Ils étaient en choc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tension, et avec une dysfonction ventriculaire gauche sévère pour un certain nombre d'entre eux, quasiment la totalité au début. Après, on a vu des formes moins sévères. Ils avaient des signes éruptifs, ce qui a fait penser qu'il s'agissait de maladies de Kawasaki ou de maladies qui ressemblent, donc avec différents types de rages, d'érythèmes, mais peu de ganglions. Et donc, quand on a rapporté ça, on a mis en rouge, comme je vous l'ai montré là, des signes qui sont partagés avec la maladie de Kawasaki et d'autres qui ne le sont pas. Aujourd'hui, on fait le diagnostic essentiellement sur la détresse hémodynamique de ces enfants, et même quand ils n'ont aucun signe cutané. Ils sont très inflammatoires, comme chez les adultes. Le NT-proBNP au plafond, les D-dimères sont très élevés, la CRP aussi. Ils ont des neutrophiles, mais pas beaucoup de lympho. Et quand on dose l'interleukine 6, ce qu'on a fait un petit peu, c'est aussi très élevé. Et la troponine est un peu élevée, mais pas beaucoup. On les a traités au début comme une maladie de Kawasaki. Dans la maladie de Kawasaki, on donne des immunoglobulines à forte dose. On donne 2 grammes par kilo par voie intraveineuse sur quelques heures. On avait de la marge pour les remplir parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de tension. Et dans les formes graves, on a donné aussi des corticoïdes. On les a tous anticoagulés, ce qu'on fait systématiquement dans ces maladies-là, par des héparines de bas poids moléculaire. Et vous voyez qu'il y avait un certain nombre d'enfants qui étaient dans des situations de détresse, puisqu'il y en a pas mal qui ont été ventilés. Les pourcentages, c'est des parenthèses, 62%. Et on a mis des ECMO chez 10 enfants dans cette série qui faisait 35 patients. Depuis, on n'a plus mis d'ECMO. D'ailleurs, on pourra discuter tout à l'heure, parce que je trouve que ce n'est pas facile de gérer des ECMO quand ils n'ont pas de tension, mais bon, c'est une question. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs définitions de cette maladie-là, qui ont été proposées par la WHO, mais aussi par les Européens. Donc, c'est essentiellement une maladie hémodynamique avec de l'hypotension, un choc, un gros syndrome inflammatoire, parfois une évidence des signes de coagulopathie, enfin les D-dimères sont élevés. Et ce qui est dit, c'est que les symptômes gastro-intestinaux sont au premier plan. Donc les enfants ont mal au ventre. Et ce n'est pas les éruptions qui sont au plan. Et il y a eu beaucoup de discussions pour savoir si c'était lié au virus ou pas. Aujourd'hui, tous les enfants, rétrospectivement, ont des sérologies positives quand on fait des sérologies de très grande spécificité ou sensibilité. Donc il n'y a plus de discussion sur le fait que c'est vraiment lié à ça. Alors nous, on a vu des enfants qui avaient des formes de Takotsubo. On a vu des échographies très typiques au moins 3 fois de Takotsubo, et on a été surpris qu'il n'y ait pas d'élévation de la troponine, ou peu d'élévation de la troponine, parce que quand on voit des myocardites chez les enfants, en particulier dans les formes fulminantes, ils sont très très nécrotiques. Donc là, c'était pas le cas. Et donc on pense, et je pense qu'on peut discuter de ça, que la physiopathologie est plus proche de celle des cardiomyopathies septiques ou des cardiomyopathies qu'on observe dans la lymphohistiocytose, comment on dit, avec une hémophagocytose, qu'une myocardite aiguë nécrosante. Il y a une activation endothéliale, donc ça vous l'avez déjà dit, mais on a pu aussi le doser dans cette population d'enfants. Et quand on regarde la fonction cardiaque, ça ressemble vraiment à la cardiomyopathie septique, c'est-à-dire que
Ils ont certes une baisse de la fraction d'éjection, mais curieusement, ils n'ont pas de dilatation des ventricules, ou très peu de dilatation des ventricules. Ils ont des index de fonction diastolique qui ne sont pas toujours faciles à mesurer chez des enfants qui sont tachycardes, qui sont tout de même franchement pathologiques. En particulier, ils ont un temps de relaxation isovolumique qui est très 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 court. Et ils arrivent à maintenir leur débit cardiaque en payant en fréquence. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec le traitement, ils récupèrent très vite, c'est-à-dire à la fois en fraction d'éjection. Donc ça, c'est au 3e jour, on voit déjà qu'ils sont quasiment tous autour de 55% de FE. Et ils allongent leur temps de relaxation isovolumique aussi dans les mêmes délais. Et donc ce qu'on a fait au début, on a donné des immunoglobulines polyvalentes seulement, et très rapidement, on a rajouté des corticoïdes. Et on voit qu'en rajoutant des corticoïdes, on a accéléré de façon considérable, on a gagné 2 jours de réa, et on a amélioré beaucoup plus rapidement la fraction d'éjection. Je confirme ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé, sur les myocardites, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé de rehaussement tardif, ni de rehaussement précoce d'ailleurs. Et en faisant du TR mapping, on a vu qu'ils avaient effectivement de l'œdème myocardique, mais pas de nécrose. On est dans des délais un peu courts, mais on a fait quelques IRM de contrôle chez quelques-uns. On n'a pas vu de séquelles pour l'instant. Voilà. Et le dernier point, puisque je vous disais que la Kawasaki, c'est une maladie des coronaires, une vascularité un peu plus diffuse, mais qui touche préférentiellement les coronaires. Le Z-score des coronaires, il n'est pas très augmenté chez ces enfants. Il y en a quelques-uns qui ont des coronaires un peu soufflés, mais en fait, ils récupèrent très très vite. Et dans tous ceux qu'on surveille, on en a à peu près 90 en fil actif là, chez nous. On n'a aucun anévrisme coronaire. Même quand on fait des scanners, il n'y a pas d'anévrisme disto. Pour l'instant. Donc, juste les derniers, en conclusion, il y a quelques questions pragmatiques. Pour l'instant, il y a des formes qui sont modérées de cette maladie. Donc, la question est de savoir s'ils vont se dégrader et où est-ce qu'il faut les mettre quand on reçoit un coup de fil. Donc, pour ça, on a des scores qui sont essentiellement liés au degré d'inflammation et à la lymphopénie. La lymphopénie, c'est un bon signe, en tout cas, on trouve, quand on fait des scores avec nos statisticiens. Donc, c'est peut-être pas vrai en médecine. Il y a mieux comprendre la présentation clinique, je pense qu'on y arrive aujourd'hui. Nous, on met plus du tout d'ECMO. On a peut-être eu de la chance, mais en tout cas, on n'a pas mis d'ECMO. Et on a trouvé que c'était difficile à gérer quand ils étaient très vasoplégiques. Et puis, on va bien sûr vérifier qu'à grande distance, ils n'ont pas de séquelles myocardiques ou coronaires. Je pense qu'il faut associer les corticoïdes et les immunoglobulines. Ça a beaucoup accéléré les choses. Pour les autres traitements spécifiques, je n'ai pas d'expertise. Quelques-uns en ont reçu, mais je ne saurais pas dire ce que ça donne. Et la physiopathologie, je pense qu'on est tous en train d'essayer de mieux comprendre cette maladie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. C'était un problème important. Alexandre, une question? Merci pour votre présentation, c'était vraiment passionnant, surtout d'essayer de comparer ce que nous... 2 questions. J'ai vu qu'effectivement la fréquence cardiaque est très élevée. Donc est-ce qu'elle prend aussi le même chemin à J3? Ouais. Et deuxième question, la fonction rénale. Parce que chez l'adulte, c'est très très fréquent. Et chez vous? Alors, la fréquence cardiaque, en fait, les enfants se normalisent très vite sur le plan hémodynamique, y compris en termes de fraction d'éjection. Là, ce n'est pas mon métier, mais c'est plus le vôtre. Dans le sepsis, on voit aussi la même chose. Comme les patients sont plus vieux, il y a parfois un petit peu plus de délai. Mais on a eu au début, on était un petit peu préoccupés en se disant que certains enfants avaient des profils différents parce qu'ils avaient du relapse de la dysfonction ventriculaire. C'est là où on a décidé de mettre des corticoïdes systématiquement. Et depuis, on n'a plus de récurrence de dysfonction systolique. La dysfonction diastolique persiste, donc ils sont un peu tachycardes si on veut qu'ils maintiennent leur débit. On a eu quelques insuffisances rénales modérées. On n'a dialysé aucun enfant. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire, comme pédiatre, quelle est ton explication pour le fait que ce coronavirus, qui est quand même le virus du rhume, touche si peu les enfants? Alors, en fait, il y a... alors, ça, c'est pas mon expertise. D'abord, je suis cardiologue, moi. Mais... C'est un peu pédiatre. Oui, bien sûr. Donc, globalement, je ne suis pas sûr que ça touche... Enfin, il y a un virologue qui est là. Ça touche autant les enfants. Simplement, leurs manifestations cliniques sont différentes. Pour les formes sévères,
et en particulier pour les formes post-infectieuses, on comprend assez bien ça par le système immunitaire. En fait, la réaction très très inflammatoire va permettre une clairance du virus chez l'enfant, ce qu'elle ne permet pas aussi rapidement chez les personnes âgées. C'est la raison pour laquelle le système s'entretient et qu'il meurt. Je ne sais pas si je dis quelque chose qui est farfelu ou cohérent, mais en tout cas, on comprend que les enfants ont des manifestations, ou même les adultes jeunes, hein, parce que vous avez dit qu'il y avait des adultes, nous aussi, on en a eu rétrospectivement, des patients qu'on a mis en réa pendant 3 jours dans l'unité de réanimation, puis ils sont restés 3 jours, puis ils sont sortis. On a dit, tout compte fait, ça doit ressembler à la maladie des adultes. C'était surtout des gens entre 20 et 30 ans. Il n'y en a pas eu beaucoup. Donc l'immunité est différente et les mécanismes inflammatoires sont différents. Mais je pensais que tu voulais me poser une question différente, c'est que, pour dire que c'est une maladie de la précarité, aujourd'hui, il y a eu... On sait très bien qu'il y a beaucoup d'enfants qui étaient noirs, qui avaient cette forme de la maladie, et c'est vrai aussi aux États-Unis, où c'est une question prégnante, peut-être plus que chez nous. Il y a 2 façons d'interpréter ça, soit par une susceptibilité génétique, comme elle peut l'être pour la maladie de Kawasaki chez les patients d'origine japonaise, soit par des aspects sociaux. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'explication... Enfin, on n'a pas tranché entre les deux, mais ça reste vrai. On en a encore en ce moment. On a eu 3 au mois d'août, on en a eu 6 depuis le début du mois de septembre. Donc on va en avoir une fréquence qui, à mon avis, va suivre la fréquence de l'épidémie. La progression du virus là chez les jeunes. Puis en plus l'école. Ouais. Donc s'il y a une susceptibilité, c'est pour ça que je dis, s'il y a une susceptibilité génétique, les enfants qui n'ont pas été exposés pendant le lockdown vont l'être. Ils auraient peut-être dû l'être aussi pendant les vacances, mais dans les centres de loisirs, mais ils vont l'être certainement à l'école. Eric, oui. J'ai juste une question par rapport, j'ai peut-être raté, mais par rapport au délai d'apparition 3 par semaines. Rapport à l'épisode aigu. Alors en fait, il y a très peu d'enfants chez qui on trouve des manifestations cliniques précoces. Par contre, on peut trouver le contact. Donc le contact intrafamilial, ça il était fréquent, je ne me souviens plus exactement, mais c'était pas loin des 2/3 des enfants. La PCR nasale était très souvent négative, les PCR dans les selles plus souvent positives, ça vous avez montré la séquence. Et donc rétrospectivement, on a fait des diagnostics sérologiques. Donc ce qu'on trouvait, c'est qu'ils avaient un contact familial ou extrafamilial dans un délai moyen de 3 semaines avant d'être hospitalisés pour l'épisode aigu. Ce qui est fantastique avec cette maladie, c'est que quand on interroge les patients, ils vous disent quand et où ils l'ont attrapé. Il n'y a pas d'ambiguïté. Non, c'est clair. Voilà, nous on a eu quelques jeunes adultes aussi, donc on a publié dans Chess la série K. Sinon, je sais pas, Guillaume, tu veux dire 2 mots C'était des tableaux qui étaient très proches de ceux de l'enfant. Je pense que la seule différence qu'on a retrouvée, c'est qu'il y a très peu de signes cutanés. C'est ça l'ensemble du tableau clinique, avec un comptage ou une PCR positive d'ailleurs un mois avant, puis après un tableau associant fièvre, asthénie, grosseur inflammatoire, une hypoalbuminémie souvent, avec une fuite capillaire importante, et puis cette atteinte myocardique qui peut-être est assez proche de celle qu'on a dans les myocardites. C'est pour ça que je ne sais pas très bien si dans les myocardites publiés, il n'y a pas une bonne partie de Kawasaki-like. C'est hautement probable. Ce que vous avez montré, c'est très convaincant. Et il y avait des anévrismes coronaires aussi On a cherché par coronographie ou coroscanner, on n'en a pas trouvé chez ces jeunes adultes. Il n'y en avait pas un chez vous qui avait des anévrismes? Il y a eu une suspicion à un moment, mais elle a été infirmée. Elle a été infirmée, d'accord. Ça, c'est une différence quand même avec le Kawasaki. Alors aujourd'hui, alors je pense qu'il faut le garder parce que dans le langage, c'est assez facile de dire Kawasaki-like, mais c'est pas la même maladie, parce que, en tout cas, c'est pas les mêmes symptômes cardiovasculaires au premier plan. La maladie de Kawasaki, ce qu'on va regarder, c'est les coronaires. Puis de temps en temps, ils ont une atteinte myocardique, mais qui est plus souvent très transitoire et tout. Là, c'est l'atteinte myocardique. Ce qui est rassurant, c'est que nous, on les a regardés assez tardivement en termes de séquelles myocardiques. Enfin, on a regardé déjà une vingtaine de ceux qu'on a vus. En IRM, on voit mais rien du tout. On ne voit pas de cicatrices comme vous avez décrit chez les enfants. Et on ne voit pas d'anévrisme coronaire pour l'instant. Je pense qu'on est hors délai maintenant pour voir ça.